Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon dans la rue quand on les bouscule. Ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. C'est tous ces gentils-là que j'ai envie de recevoir en micro de Trop bonne, trop cool. Toutes les 2 semaines, un gentil, une gentille, où on parle de tout et de rien. Qu'est-ce que ça fait de grandir quand on est gentil ? Comment on fait pour éviter d'être sans cesse un paillasson pour les autres ? Comment on tire son épingle du jeu sans perdre justement ce qui nous caractérise le plus, notre gentillesse ? Je veux prouver aux autres que être gentil ne veut pas dire être faible et qu'on peut réussir sans être un requin. J'espère que l'épisode du jour vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse avec l'invité du jour. T'avais des travaux genre sous ta fenêtre. mais littéralement ce jour-là, quoi. Ce jour-là, les mecs ont sorti les pelleteuses et tout, mais pas gentil. Bon, il faudra peut-être couper ça au montage, évidemment. Mais là, ça dévoile les bails. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis toujours hyper contente d'enregistrer, vous le savez, mais aujourd'hui encore plus parce que j'enregistre avec Victoria, qui est une fille que je connais dans la vraie vie, attention, et du coup, je suis trop contente de l'interviewer parce que voilà, on s'entend très bien. C'est une fille que j'admire beaucoup et que je trouve sincèrement gentille. Et en plus, ça fait 3 fois qu'on reprogramme notre enregistrement, donc je vous dis pas, aujourd'hui, on est surexcités. Genre, les éléments étaient vraiment contre nous et là, on a réussi à se caler une date, donc on est trop contente de se retrouver. Bonjour Victoria. Salut Léa, comment tu vas ? Je suis trop contente de t'accueillir. Ouais, ça va super bien. Franchement, c'est toujours un super bon moment, les enregistrements. Ça me rebooste de ouf, donc trop contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Eh ben, tout pareil, je suis pleine d'énergie. Merci beaucoup de me recevoir. Franchement, avec grand plaisir. On a tenu, tu vois, au début, ça fait plusieurs mois qu'on en discute que tu dois venir. Ensuite, on a calé une date, c'est tombé à l'eau. Deuxième date, c'est tombé à l'eau. Et là, on n'a pas lâché, tu vois, comme quoi le karma, il ne nous vaincra pas. Mais c'est ça. On revient de loin. Les éléments se liaient contre nous. Mais aujourd'hui, on y est. Vraiment, tu n'as pas de travaux sous ta fenêtre et je ne suis pas sous l'eau pour le boulot. Là, normalement, aujourd'hui, ça devrait aller. Mais oui. Bon, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas ? Bien sûr, je suis Victoria Debargue et je confirme, on se connaît dans la vraie vie. Ça va, c'est pas tout une stalkeuse bizarre. Non, effectivement, on a participé toutes les deux à un projet il y a quelques années, une mini-série autour du freelancing et je suis toujours freelance depuis 4 ans maintenant. Je suis plume du web, alors rédactrice web, ghostwriter, je fais du consulting éditorial, voilà, j'accompagne des marques, des entrepreneurs dans le B2B à prendre la parole sur le web, soit en écrivant pour eux, soit en les aidant à écrire et à gagner en autonomie sur ces sujets création de contenu. Et je suis très active sur LinkedIn et je suis contente d'être reçue en tant que gentille sur ce podcast aujourd'hui. Ouais, je trouvais que tu incarnais bien ce côté-là du freelancing, entrepreneur gentil qui... En fait, qui fait pas de bruit, entre guillemets, mais qui fait parler d'elle. Enfin, c'est toi qui drive ta communication et je trouve que tu n'essayes pas de rentrer dans une case. Et je trouve que c'est juste décomplexant et juste trop bien parce que on a l'impression que quand on communique, notamment sur LinkedIn, on est obligé de communiquer d'une certaine façon parce que y a des codes, il y a des cases à cocher. Et toi, je trouve que t'es juste toi, hyper nature, et je trouve que ça fait vachement de bien. Et pour moi, c'est un peu une star, Victoria, je vous avoue. Donc, je vous conseille d'aller voir un peu ce qu'elle fait sur LinkedIn. Elle est invitée un peu partout. C'est un peu une star, on va pas se mentir. Oh là là, mais merci beaucoup. Non, mais je te rejoins. Ouais, moi, j'essaie de prôner un peu la nuance et bon, déjà la gentillesse, mais le pouvoir de la nuance. Sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident. Moi, je suis à fond sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un petit peu le royaume de l'ego, de celui qui criera le plus fort, qui se fera voir le plus, et puis qui sera peut-être le plus clivant, etc. C'est pas forcément le jeu auquel je joue, et pourtant on a quand même des super résultats. Donc c'est aussi un petit message d'espoir à faire passer des personnes qui hésitent à se mettre à communiquer sur certains réseaux ou même sur LinkedIn. Vous pouvez totalement réussir en étant gentil, en étant bienveillant, en étant aimable avec les autres. En n'allant pas critiquer, voilà, il y a aussi d'autres possibilités en utilisant sa gentillesse au service de son business, quoi. Ouais, ça fait trop du bien à entendre parce que c'est vrai que voilà, le monde des requins, de l'entrepreneuriat, moi je m'y reconnais pas du tout et du coup ça fait juste trop de bien de se dire qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui font des contenus qui nous ressemblent pas que nous on peut pas créer du contenu qui nous ressemble, donc voilà, c'est que ce soit sur tous les réseaux, tout le monde a sa place. Et moi en ce moment je me fais faire des petits vlogs sur TikTok, je me trouve ridicule mais j'aime trop faire ça parce que j'aime trop consommer ce genre de contenu.
Et du coup, je fais 200 vues et ça me remplit de joie. Genre, j'ai 3 likes et je suis en mode yes, je sais pas ce que ça va faire, mais je suis trop contente. Et je m'en fous en fait. J'attends pas la gloire, j'attends rien du tout. Je le fais juste pour moi. Et en fait, c'est juste ça, je trouve, de communiquer, c'est de se faire plaisir avant tout. Puis après, advienne que pourra. Je suis tellement d'accord avec toi. Et attends, va falloir que j'aille voir ça, quoi. Des petits vlogs sur TikTok, mais moi, je suis fan. Ah, j'aime vraiment TikTok, tu vois, c'est un peu ma révélation du moment. Enfin, du moment, ça fait déjà plusieurs mois que je consomme beaucoup trop du TikTok. Mais j'aime vraiment le côté décomplexé et justement plus authentique, tu vois, par exemple, que du Instagram, qui est devenu très figé, très normé. Genre, il faut poster d'une certaine façon, que ce soit léché. Enfin, je sais pas, c'est un peu esthétique, un peu. Et du coup, je m'y retrouvais plus trop, alors que c'est mon métier. Hein. Je suis vraiment la pire communicante en disant ça, parce que moi, c'est clairement mon métier. J'accompagne mes clients sur les réseaux sociaux et notamment beaucoup Instagram. Mais je trouve qu'à titre perso, voilà, je m'y retrouve moins sur Instagram. Et TikTok, ça me fait marrer, en fait. Il y a un côté où les gens, ils se posent moins de questions, je trouve. Après, il y a beaucoup plus de haine décomplexée, par contre, aussi. Donc, c'est dans les extrêmes, en fait. TikTok, ça peut être soit très bienveillant, tu touches des cercles bienveillants, soit très malveillant. Et du coup, voilà, c'est un peu... C'est pas tout beau, tout rose non plus. Mais je trouve qu'il y a du potentiel, en tout cas. Bon, eh ben c'est super, affaire à suivre. On ira voir dans quelques temps ce que ça donne sur ton TikTok. Moi, je prends rendez-vous, j'irai voir ça. Carrément, c'est super gentil. Bah, écoute, je vais te poser la première question de l'épisode. Je pense qu'on va être très bavarde sur tous les sujets et ça va dériver beaucoup et c'est ça que j'adore, donc c'est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être gentil ou gentille et comment ça s'incarne dans ton quotidien? Très bonne question. La gentillesse, pour moi, c'est d'abord un état d'esprit, mais pas que. C'est aussi des actions, des comportements, parce qu'il suffit pas juste d'être gentil dans sa tête pour l'être vraiment. Donc, c'est vraiment toutes les actions qu'on va pouvoir mener envers les autres pour être bienveillant, attentionné, pour être respectueux, dans l'écoute. En fait, c'est un petit peu pour moi la gentillesse. Je sais pas pourquoi j'ai cette image en tête quand on parle, mais j'ai une image de boîte à outils. Je suis pas super bricoleuse, mais j'ai une image de boîte à outils. Et à l'intérieur, tu vois, à la place du marteau, du tournevis, de la perceuse et tout, t'as la bienveillance, l'écoute, l'aimabilité, vraiment le respect envers les autres. Et c'est un petit peu ça. C'est une grande boîte à outils où à l'intérieur, on a plein de petits outils qui nous aident à mieux vivre ensemble. C'est un petit peu ça la gentillesse, vraiment à mes yeux. Et il y a aussi quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais la gentillesse, c'est pas que de tourner vers les autres, c'est aussi apprendre à être gentil avec soi-même. C'est ça que ça m'évoque aussi, c'est qu'on nous apprend depuis tout petit à être gentil avec les autres. En revanche, on a assez peu d'éducation sur comment est-ce qu'on apprend à être gentil avec soi-même. Moi, c'est un grand combat, être sympa avec moi-même, arrêter d'être trop dur, arrêter de m'auto-saboter, etc., à gagner confiance en moi. C'est pas évident parce que je pense qu'on est très concentré sur la gentillesse envers les autres. C'est hyper important, c'est une de mes valeurs, on va dire. Mais il y a aussi tout un apprentissage quand on parle de gentillesse sur est-ce que en fait au démarrage je suis déjà gentil avec moi-même avant de penser à comment je peux rendre service aux autres, comment est-ce que je peux aider les autres. Commençons par nous aider nous-mêmes, quoi. Donc il y a un petit peu ce double miroir dans la gentillesse de être sympa avec les autres, auquel les aider à être bienveillants, mais aussi avoir ce miroir envers nous-mêmes et apprendre à être vraiment sympa avec nous-mêmes, quoi. Merde. Non mais voilà, c'est compliqué, c'est pas évident. T'as vraiment raison, parce que tu vois, pour avoir échangé avec pas mal de gentils jusque maintenant, bah, c'est une des questions maintenant que je pose parce que je me suis rendu compte que on n'applique pas du tout la gentillesse qu'on applique aux autres à soi. Et je trouve qu'en tant que gentil, on est encore plus dur que quelqu'un qui se pose moins de questions. Et donc, avec nous-mêmes, je trouve qu'on est intransigeant au possible. Et je vais prendre mon exemple, mais je suis quelqu'un qui s'autoflagelle beaucoup, alors que tu vois, je suis la première à pousser les autres, à croire en eux, à avoir confiance, à machin. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est hyper difficile de s'autoriser en fait à être gentil avec soi-même et j'espère qu'on le transmettra, tu vois, dans les générations futures parce que moi je crois que mes parents, désolé si vous écoutez ça, papa, maman, mais vous m'avez pas transmis ce côté-là de prendre soin de soi, prendre soin de comment on se sent, de se poser des questions, mais tu sais, pas toujours voir le négatif. Enfin, moi, je sais pas, j'ai été élevée d'une manière où j'étais plus tournée en effet vers les autres et j'avais pas le droit d'aller mal. Enfin, je sais pas, tu vois, alors que maintenant, je m'autorise beaucoup plus à me dire, bah, il y a des journées où je vais moins bien et plus m'écouter, plus me faire confiance, plus avoir de l'instinct et suivre cet instinct. Mais je trouve que c'est pas inné, quoi. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est pas du tout inné.
Non, c'est pas inné, c'est pas forcément dans l'éducation. C'est un vrai biais, hein, c'est de se dire, la gentillesse aujourd'hui, elle est très tournée vers l'extérieur. Comment est-ce que nous, on fait pour, la faire grandir aussi à l'intérieur? Être vraiment gentil avec soi-même et très souvent, ça se découvre, à l'âge adulte, quoi. Enfin, je suis pas une experte en santé mentale, mais c'est vrai que, il y a certaines choses qui ressortent, à l'âge adulte où on se dit: «Ah ouais, en fait, c'est peut-être là le moment où il va falloir que je commence à m'intéresser à moi» parce que, on a des déclics, on se rend compte qu'on est trop dur avec soi-même. Donc ouais, non, c'est un vrai sujet, je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce que tu mets en place, toi, du coup, pour être gentil avec toi-même? Est-ce que tu as réussi à créer des routines, justement, où cette gentillesse-là, tu te l'appliques à toi-même? Très bonne question. Il faudrait que je travaille encore plus, dessus, notamment, dans ma vie pro, en fait. Je pense que c'est aussi un biais, d'être à son compte, de pas avoir de manager au-dessus de soi. C'est toujours un peu difficile parfois pour prendre du recul et se dire, «Bah non, là, tu as bien fait Victoria, tu peux être fière de toi». Ou alors au contraire de voir les pistes d'amélioration et du coup, on a tendance, comme on est, vraiment tout seul à la tête de son entreprise, hein, tu dois vivre ça, aussi de ton côté, heu, et bah, finalement avoir du mal à, être sympa, à être gentil, à être tolérant, à être doux. Donc de plus en plus, j'essaie de prendre du recul avec moi-même entre guillemets, de sortir de ma tête pour pouvoir me dire OK, de prendre voilà, célébrer les victoires, voir les points d'amélioration. C'est clairement des moments d'introspection, hein, comment ça se matérialise, hein, c'est de me réserver du temps dans la semaine pour avoir ce moment-là où je sors de ma tête et puis ou des moments où je sors complètement de mon business aussi quoi. Ces moments où je vais apprendre à être gentil avec moi-même, ça va être des moments où je vais me libérer du temps dans mon agenda pour faire des choses que j'aime, des choses qui me font du bien, qui vont me faire grandir. Moi, maintenant, ça fait 2 ans que je vais faire un sport dont je parle beaucoup dans ma communication, mais qui me sert beaucoup, c'est le Krav Maga. Et je sais que de pratiquer ce sport-là, qui est un sport de défense, bah, ça va m'aider aussi à peut-être me défendre moi-même, défendre un peu la Victoria à l'intérieur d'elle, qui a besoin, enfin à l'intérieur de ma tête, qui a besoin d'apprendre à prendre soin d'elle, tout simplement. Donc tous ces moments-là, le sport, prendre du recul, de l'introspection, c'est des petits outils, je pense, qui nous aident au fur et à mesure à être plus sympa quoi, avec nous-mêmes. Et je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, je me le dis tout le temps et en plus, je le sais que, tu vois, c'est des moments où j'ai besoin de tout ça et les périodes de rush, c'est là où j'en aurai le plus besoin et du coup, c'est là où je délaisse plus tout ça et donc en fait, ça fait, je trouve que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que c'est là où j'aurais besoin de ralentir et d'être plus sympa avec moi-même et de prendre du temps et tout ça et en fait, comme soi-disant, j'ai pas le temps alors que, pour être honnête, on a toujours le temps. Enfin, pour le coup, avec Victoria, on n'est pas chirurgienne, on sauve pas des vies. Enfin, pour le coup, si on s'arrête de travailler un peu plus tôt, il y a personne qui va mourir derrière. Enfin, une coquille dans un poste, ça n'a jamais tué personne. Donc voilà, de pas toujours être sur le feu, pas toujours être sur le grill, bah, moi, j'arrive pas trop à le faire. Des fois, je suis quelqu'un qui est surdisponible. Limite, c'est devenu un défaut parce que je veux tout le temps être celle qui répond vite, qui est disponible et tout et donc j'ai tendance à m'oublier et donc c'est aussi, tu vois, d'avoir ce petit rappel. Je sais pas comment le mettre en place mais je sais pas, d'avoir limite, j'aimerais qu'il y ait un capteur, tu vois? Je porte une montre connectée. J'aimerais qu'il y ait un capteur dans ma montre parfois pour me dire, «Là, c'est trop, arrête-toi et reviens demain, ça ira mieux» parce que en fait, je m'autoflagelle parce que j'ai pas été productive et donc je tire encore plus sur la corde, mais je trouve que ça sert à rien et donc voilà, de pas l'oublier, je trouve que c'est un truc qu'on oublie facilement, en fait. Toutes ces routines-là qu'on met en place, quand ça va moins bien et bah, du coup, on les oublie, quoi. Mmh. Mais je suis d'accord avec toi. Souvent, pour faire le parallèle avec les vacances, on dit que en tant qu'indépendant, tant que tes vacances sont pas posées dans ton agenda, tu ne les prendras pas. C'est un peu pareil avec ces temps à prendre pour soi. Moi, je suis assez convaincue que tant que c'est pas écrit dans ton agenda que là, entre midi et deux, c'est un me time entre guillemets, c'est un temps à moi, pour moi, bah, t'as du mal à le prendre, quoi, parce que tu vas toujours vouloir rajouter des tâches, etc. Donc parfois, c'est peut-être de se réserver des blocs dans son agenda. Moi, je sais que c'est quelque chose qui marche pour moi. Bon, il y a plein de méthodologies à tester, mais en tout cas d'essayer d'en faire une priorité et je pense que toutes les deux on a encore des marges de progression là-dessus parce que C'est ça clair. ça fait écho à beaucoup de choses que tu racontes, mais en tout cas de prendre ses engagements avec soi-même, c'est déjà un bon pas pour aller plus loin Ouais. là-dessus. Puis même quand on est salarié, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat et tout ça, mais d'avoir du temps pour soi quand on est salarié, c'est d'autant plus important parce que bah, on a tendance aussi à. Moi, je sais que quand j'étais salarié, je partais de chez moi super tôt parce que j'avais grave de transport. Je rentrais de chez moi, il était plus de 19h et franchement, je mangeais et j'allais me coucher. Et j'avais aucun temps pour moi en fait. C'était vraiment le cliché de la routine métro boulot dodo et je m'oubliais totalement. Encore plus, j'ai l'impression que depuis que je suis à mon compte. Et donc, prenez du temps pour vous, quoi, que vous fassiez quoi que ce soit dans la vie, vous avez le temps et vous le méritez, en fait. Je trouve que c'est hyper important de le rappeler. Ça peut paraître très bateau, mais ça fait toute la différence, je trouve, sur comment on se sent,
notre physique, notre mental. Enfin, pour le coup, ça améliore considérablement la vie, quoi, de se faire, ouais, j'allais dire de se faire du bien. Ça peut être mal interprété, mais bon, vous avez compris l'idée. Complètement d'accord avec toi. Mais voilà, c'est des choses qu'on délaisse et c'est hyper important. J'ai entendu un truc d'ailleurs sur TikTok qui était hyper intéressant sur le côté de dire non. Est-ce que toi déjà, je vais partir du début, est-ce que tu as du mal à dire non? J'ai du mal à dire non, c'est un de mes problèmes. Et j'ai vu une vidéo aussi, alors je sais pas si on parle de la même Ah, vidéo c'est ou pas. possible que si, putain, ça serait trop ouf. Parce que quand t'as commencé à me poser les premières questions sur la gentillesse, j'ai tout de suite repensé à cette vidéo et je me suis dit, tiens, j'espère qu'on abordera le sujet du oui, du non, etc., de tout ce que ça veut dire derrière. Donc moi, je te l'affirme, j'ai du mal à dire non. Je suis trop gentille, j'ai tout le temps envie de dire oui pour aider les gens. Et comment tu l'expliques ça, le fait du coup que tu as tout le temps envie de dire oui? Qu'est-ce que ça te provoque chez toi, le fait de dire non? Ah, c'est un sentiment de déception envers les autres, quoi. Je me dis, si je dis non, je vais pas aider les autres et c'est l'image qu'on retiendra de moi. Et du coup, ça permet de faire la transition avec la vidéo que j'ai vue. C'est une vidéo donc de Caroline Mignot Oui, qui dit, quand t'es gentil, en fait, tu peux dire 100 fois oui et la 101e fois, pour X ou Y raison, bah, tu pourras pas aider ce jour-là et tu vas dire non. Et en fait, c'est ça qu'on va retenir de toi. On va se dire, ah là là, voilà, on voit maintenant son vrai visage. Alors que quelqu'un qui est méchant, à l'inverse, et qui 100 fois dans la journée va dire non, et puis un jour il va rendre un service, bah là on va se dire, il est pas si méchant que ça en fait. non, puis même il est plutôt Finalement, sympa. Il m'a rendu un service, il est plutôt sympa, tu vois. mais oui, jetons-lui des fleurs, il est super sympa, Michel. Alors que toi, t'es là, tu dis oui toute la journée et le jour où tu dis non. Donc en fait, finalement, c'est peut-être aussi un biais, c'est peut-être aussi une peur là-dessus, c'est de se dire, c'est ça qu'on va retenir de moi, je vais décevoir les gens, alors que pas forcément. Mais non, c'est une vraie bataille avec soi-même que d'apprendre à dire non. Moi, je vais être un petit peu dans la surdélivrance, dans le sens où quelqu'un va me poser une question. C'est une situation que je rencontre beaucoup dans mon quotidien professionnel, de gens qui m'envoient des questions sur LinkedIn par message privé en me disant, est-ce que tu aurais pas un conseil, est-ce que tu pourrais pas prendre 5 minutes pour m'aider, etc. Je vais dire oui, en fait, je vais les aider. Et je sais que j'ai pas le temps, je sais que ça va que j'ai d'autres choses sur la to-do, etc. Mais pour moi, c'est impossible de dire non. Il y a aussi une sorte de projection où je me remets beaucoup à la place des gens. J'ai tendance à vraiment me mettre à la place des gens en me disant, moi, dans leur situation, c'est vrai que j'aimerais vraiment qu'on me réponde, j'aimerais vraiment qu'on me tende la main. À l'époque, quand je me suis lancée, vraiment, j'attendais ça aussi. Donc aujourd'hui, je peux pas me permettre de dire non, j'ai pas le temps, de mettre sur liste d'attente. Et du coup, j'ai tendance à dire oui très facilement. Ça, c'est vrai. Ouais, moi, c'est le oui, pour moi, c'est tellement évident. Moi, je suis quelqu'un qui dit oui et après qui regrette. Enfin, c'est horrible à dire parce que du coup, mes oui paraissent. Enfin, tu vois, je dis oui à tout et après, avec du recul, maintenant, j'essaye de me modérer dans mes propos, sachant que moi je suis quelqu'un qui est tout le temps surexcité, tout le temps surenjoué, tu vois, dans l'outrance, je suis trop intense et donc quand quelqu'un me propose quelque chose et je dis tout de suite oui et après je m'embourbe dans des trucs qui n'ont pas de sens et donc maintenant ça c'est un truc que j'ai travaillé avec ma psy l'année dernière et du coup maintenant je dis écoute, je trouve que c'est une proposition hyper intéressante, je vais y réfléchir et je reviendrai vers toi plus tard. J'essaye maintenant de me modérer, tu vois, et de pas tout de suite dire oui. Et ça me coûte de faire ça, mais mine de rien, ça m'a sauvé de pas mal de situations, tu vois, où finalement, c'était pas une bonne chose de dire oui. Donc, de mettre ça en place, au moins, j'ai l'impression que tu déçois un peu moins les gens et puis ça fait un peu plus personne posée qui est contente, mais qui prend le temps, tu vois. Donc, voilà, j'essaye d'appliquer ça, même si c'est pas toujours facile. Et oui, c'était donc la vidéo de Caroline Mignot. En plus, je lui ai proposé du coup de participer à Trop Bonne, Trop Cool. Normalement, elle devrait participer à la rentrée parce que justement, je trouve qu'elle incarne pas mal aussi ces sujets-là. Et cette vidéo-là, elle a fait des millions de vues partout sur Instagram, TikTok et tout. Et donc, ça veut dire que ça appelle vraiment quelque chose chez les gens. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y avait une autre vidéo que j'avais vue qui expliquait que le fait qu'on ait du mal à dire non, c'est aussi en étant enfant, on nous a interdit de dire non. Genre en tant qu'enfant, de dire non, c'était interdit. Enfin, tu dis pas non à tes parents, tu dis pas non à tes enseignants, et donc on t'a appris à dire oui, et si tu dis non, t'étais puni. Tu vois, il y avait une option de punition. Et donc en fait, apparemment, pareil, je n'ai pas de connaissances particulières en psychologie ou quoi que ce soit, mais apparemment, ça appelle quelque chose chez toi où on t'a toujours interdit de dire non, et que du coup, t'as l'impression que si tu dis non, c'est une mauvaise chose. Et en fait, personne nous a dit que c'était OK
de refuser quelque chose en fait. Sauf les parents qui nous disent refuser les bonbons des inconnus, tu vois. Je pense que c'est la seule fois où on nous a autorisé à dire non. Mais sinon, c'est vrai que le non, c'est un côté punition. Donc, je sais pas si ça rappelle quelque chose chez toi, ça. Mais si, c'est vrai, mais quand tu réfléchis, tu te rends compte que quand tu as 2-3 ans, je crois chez les enfants, tu as cette période où tu sais, tu vas apprendre à dire non, tu vas répondre à non à toutes les questions, et il faut que cette période-là, elle cesse très vite, quoi. Donc c'est vrai que dans l'éducation qu'on peut recevoir, on nous inculque que dire non, ça va quelques mois quand on a 2-3 ans, et puis après, on nous apprend à dire oui à tout. Dans Oui. certaines, même tu vois, dans la culture qu'on peut avoir, même dans certaines religions, il y a vraiment ce truc d'aider son prochain. Donc tu peux pas dire non aux gens. C'est quelque chose de don de soi, etc. Donc en fait, selon l'éducation que tu peux recevoir, et je pense même quelle que soit l'éducation que tu peux recevoir, tu as quand même ce principe implicite en arrière-plan qui est il faut être gentil avec les autres, il faut aider son prochain, il faut dire oui, dire non, c'est mal vu, dire non à ses parents, dire non à la maîtresse, au maître d'école, à part au méchant monsieur dans les camionnettes. Voilà, c'est ce que tu dis. On ne peut pas se permettre de dire non. Donc il y a vraiment ce principe-là qu'on nous inculque petit, et je pense que ça reste, quoi. C'est des choses qui restent ancrées en nous, et autant que cette peur de décevoir ses parents, décevoir l'interlocuteur qu'on a en face, on se doit entre guillemets d'être gentil. Mais je rebondis sur ce que tu disais juste avant, c'est hyper intéressant de se laisser le temps de la réflexion, d'éviter d'être dans la suraction, et je peux avoir tendance à être comme ça aussi, mais de se dire c'est un très bon conseil que tu peux donner aux gens effectivement en disant en fait voilà, je vais pas te dire oui ou non maintenant, je vais prendre le temps de réfléchir, de me poser, et puis après on pourra en discuter. Ça, c'est une très bonne action, moi je trouve. Bah ouais, c'est prendre un peu de recul et mine de rien, sur des personnalités comme ça, comme nous, hyper enjouées tout de suite, bah, moi, ça me permet de me protéger beaucoup et en tout cas, ça choque pas l'interlocuteur en face, tu vois. Pour le coup, limite, c'est rassurant pour lui aussi que la personne dise pas oui tout de suite selon, bien sûr, la proposition et tout ça. Et du coup, est-ce que tu te souviens de ton dernier non? Non. Est-ce que je me souviens de mon dernier non? À quoi tu aurais pu dire non dans ta vie ces derniers mois, semaines, jours, je ne sais pas? Attends, tu me prends de court là. Il faut que je réfléchisse. Ça risque d'être très long parce que vraiment, ça montre que je dis beaucoup oui, parce que là, je suis pas capable de me souvenir Moi, de la dernière fois que j'ai dit non. j'ai le Vas-y. mien, le dernier nom que j'ai dit, et pourtant, c'est vraiment un truc que je déteste. Moi, j'ai le faux mot. J'ai toujours peur de pas être là au bon moment, au bon endroit et de louper un peu les interactions sociales. Moi, c'est vraiment un truc qui me coûte. Et donc, quand on me propose des choses, que ce soit de pro ou de perso, d'aller en vacances, de faire quoi que ce soit, j'ai tendance à dire oui parce que je veux toujours être là. J'ai ce truc-là où j'ai l'impression que les autres vont s'amuser sans moi, vont créer des relations sans moi et qu'après, ce sera trop tard. Et donc, le dernier truc où j'ai dit non, j'ai créé un collectif de freelance sur Lyon. Et donc, on a un collectif à travers la France et on se réunit tous les 3 mois à Toulouse. Et là, ça tombait dans quelques jours. D'ailleurs, je crois que c'est la semaine prochaine. Et donc, ça tombait très mal. Donc, pour vous partager un petit peu ma vie perso, je me marie. Et mon mariage est dans 3 semaines. Et mon enterrement de vie de jeune fille tombe ce week-end juste avant ce truc-là où je devais aller à Toulouse. Et donc, au début, j'ai dit oui, sachant que j'ai mon enterrement de vie de jeune fille et littéralement 2 semaines après, je me marie. Donc, je devais aller 5 jours à Toulouse. Et donc, je disais oui et tout. Et en fait, ça m'a torturé l'esprit. J'y pensais tous les soirs en me couchant. Et en fait, à un moment donné, j'ai assumé. Je leur ai dit sur Slack, je suis désolée, j'ai tourné le problème dans tous les sens. Mais je vais pas pouvoir participer parce que de faire un déplacement à Toulouse, enfin moi, de Lyon, ça fait vraiment à l'autre bout de la France. C'est vraiment un périple de ouf. Et je vais pas pouvoir participer. Ça me paraît trop compliqué. Et là, donc, comme c'est la semaine prochaine, je vous raconterai a posteriori si ça va être dur. Mais je sais qu'ils vont faire plein de trucs sans moi. Et c'est trop dur d'avoir dit non. Mais d'un côté, je me remercie de l'avoir fait parce que ça aurait été juste... Enfin, ça m'aurait juste mis dans la sauce d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Et donc, je me remercie d'avoir osé de l'avoir fait. Mais c'est dur. Vraiment, c'est dur de louper ça. Mais ouais, mais bravo à toi d'avoir pensé à toi d'abord. C'est une belle anecdote. Moi, ça fait écho à potentiellement, ouais, plutôt dans le pro. Ça m'arrive de plus en plus là d'apprendre à dire non déjà parce que plus l'activité grandit, moins il y a de disponibilité, plus il se passe de choses. Donc c'est plus difficile aujourd'hui de dire oui à tout. Et je pense que la dernière fois que j'ai dû dire non, c'était à un prospect avec qui je me rendais compte que voilà, les valeurs n'étaient pas alignées, le projet ne pouvait pas coller. Et effectivement, j'ai appliqué ton bon conseil à ce moment-là où j'ai pris le temps de la réflexion pour après lui dire il faut que t'as l'air super sympa, c'est vrai, j'aurais envie de dire oui comme ça, mais en fait ça va pas le faire pour X et Y raisons, et donc dans ce cas-là, c'était d'assumer ma non-possibilité d'avancer avec cette personne.
Ah, j'ai une petite coupure. Je sais pas si tu m'entends encore, mais moi je ne t'entends plus. Mais pas de panique. Alors, je vais juste couper l'enregistrement. Il faut le savoir que je n'ai pas la fibre, bien sûr. Ça va arriver incessamment sous peu, je croise les doigts. Mais du coup, j'ai souvent des micro-coupures quand j'enregistre des épisodes. J'avoue, j'ai oublié de te prévenir, mais pas de panique. Pas de panique. Je me suis dit, mince, ça y est, j'ai mal répondu à la question, je suis virée du podcast. Vraiment le meilleur podcast sur la gentillesse, tu sais, genre j'assume pleinement et puis de la merde, allez, je... Non, mais c'est trop chiant. En plus, au montage, c'est une galère sans nom après enfin bref, Ben c'est pas ouais. grave, c'est mon problème. Mais du coup, oui, tu racontais que tu avais réussi à dire non à un prospect. Et est-ce que tu te sens obligé quand même de te justifier quand tu vois, est-ce que moi, j'ai tendance à noyer un peu le truc avec des millions d'excuses, mais limite, c'est trop, tu vois. C'est toujours dans le too much. Mmh. Alors c'est vrai et ça c'est, un autre de mes problèmes, mais un jour, il y a une coach de ma coopérative d'entrepreneurs qui m'a dit ça au moment où je me suis lancée dans mon activité et c'est une phrase qui m'est restée et depuis j'essaie de ne plus autant me justifier quand, je dois expliquer que c'est non. Elle m'avait dit: «Se justifier, c'est se crucifier» et vraiment ça m'avait marquée parce que c'est la vérité. On n'a pas besoin de, se justifier. Se justifier, c'est, vraiment, se tirer une balle dans le pied en fait. Tu pas besoin de ça. Après, il y a une vraie nuance à avoir entre justifier et expliquer. Moi, je suis capable d'expliquer un non en énonçant des raisons, mais sans essayer de me noyer dedans, en me trouvant des excuses et surtout en me confondant en excuses auprès des prospects. Ça, j'essaie de travailler là-dessus. Donc, le fait de dire non, c'est difficile pour moi. En revanche, j'ai l'impression qu'une fois que j'ai dit non, derrière, je me sens capable aujourd'hui de ne plus tomber dans les excuses et dans les justifications parce que se justifier, c'est se crucifier, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, punaise. Et moi, je suis la pire parce que je le fais plus maintenant. Enfin, j'essaye en tout cas, mais moi, j'avais tendance à mitonner. Quand je disais non, j'inventais des trucs, mais limite, je pouvais dire que j'avais un de mes grands-parents qui était décédé, quoi, tu vois. J'exagère, vraiment, j'extrapole, mais le non me coûtait tellement. Maintenant, ça va vraiment mieux. Des fois, je dis juste que je suis fatiguée ou j'essaye pas de noyer le poisson dans un truc qui est faux, mais je pense pendant mon adolescence et ma vie de jeune adulte, si je disais non à quelque chose, bah, je sais pas, j'ai inventé vraiment, limite, «Non, mais j'ai un problème d'eau chez moi, il y a le plombier qui» enfin, vraiment, j'inventais tout et n'importe quoi. C'était un peu maladif parce que j'assumais pas de dire non, quoi. Et Mmh. avec du recul, je me dis: «Mais c'est ridicule!» Ouais, mais je l'ai connu ça aussi, donc je te rejoins C'est là-dessus. fou! Alors que pourtant, moi, le mensonge, c'est quelque chose que, j'assume pas et en plus, je suis pas bonne menteuse, donc je pense que les gens le voyaient, tu vois? Qu'en plus, je m'embourbais dans mon truc. Enfin bref, ça avait ni queue ni tête ce que je pouvais raconter, mais ouais, c'est le côté où, ouais, j'assumais pas, de dire non. Et pareil, j'ai vu un truc il y a pas longtemps, sur le côté, quand quelqu'un te demande quelque chose et tu dis, «J'ai pas envie» et que la personne te dit: «Pourquoi?» Bah, en fait, pas avoir envie, c'est déjà une raison. Mais Mais oui, il faut quand même justifier, tu vois? Et je trouve que c'est très vrai, alors que juste dire: «Bah non, j'ai juste pas envie», en fait. Et après, de pas forcément demander pourquoi, je trouve que c'est voilà, juste respecter l'envie de la personne aussi, c'est important. c'est aussi ça la gentillesse. C'est clair, c'est clair. Et toi, est-ce que tu as toujours été gentille? Est-ce que tu te souviens dans ton enfance, ton adolescence, comment tu as grandi? Ouais, bah, écoute, moi j'ai des souvenirs qui me viennent en tête, notamment, bah, j'ai un grand frère qui était, extrêmement mauvais joueur, tu vois? Quand on était petit et donc dans tous les jeux, il y avait un peu cette règle implicite où on m'avait appris à laisser gagner mon frère parce que sinon c'était des crises et des colères. Ah Donc tu non! vois, on se disait: «Ah elle est gentille Victoria et cetera, elle fait pas de scène, elle laisse, gagner son frère et cetera». Après, plus grande, c'était, ouais, j'étais gentille parce que, tu vois, je suis assez studieuse donc du coup, quand il y avait des projets de groupe, notamment en école de commerce, wouhou, la merveilleuse période des projets de groupe, bah, Mmh. j'étais celle qui allait faire la part des autres parce que, tu vois, je suis gentille et que et cetera. Mais tu vois, donc ouais, c'est plutôt, ces souvenirs-là qui me viennent en tête, c'est, d'être sympa avec les autres parce que ça va leur rendre service, ça va leur éviter, des problèmes, ça va éviter de provoquer des émotions négatives. Donc c'était beaucoup essayer de faire en sorte, petite que tout le monde trouve sa place et que, tout se passe bien pour tout le monde, quitte à parfois
parfois me laisser un petit peu de côté, etc. Et c'est surtout dans ces moments-là, quoi. Là, assez récemment, on m'a fait une remarque qui m'a marqué. C'était au Krav Maga, justement. Moi, j'ai vachement de mal pour les parties combat. Alors, le combat, c'est à peu près 20% des cours de Krav Maga. On apprend d'abord à se défendre, mais pour se défendre, parfois, il faut aussi savoir se battre, entre guillemets. Donc, on apprend ça aussi. Et pour moi, c'est assez challengeant parce que je suis dans un cours mixte, mais je suis la seule femme de mon niveau, donc je ne suis qu'avec des hommes. Et faire du combat avec des hommes, ça peut toujours être un petit peu particulier. Et je sais que je vais pas oser donner certains coups, quoi. Les hommes vont, eux, pas forcément se gêner, même s'il y a une très bonne ambiance dans le club. Voilà, eux, ils sont là pour combattre, ils vont combattre. Moi, je vais pas oser. Et c'est vrai que ma prof, parmi mes 2 profs, il y a une femme qui m'a dit, mais là, t'es trop gentille, Victoria, arrête d'être gentille. Et je me suis fait engueuler parce que j'étais trop gentille, C'est parce que drôle. j'osais pas donner les coups, parce que j'avais peur de blesser la personne en face, parce que j'avais peur de me blesser moi aussi. Et donc, en fait, cette gentillesse, elle prenait tellement de place qu'elle m'empêchait de progresser. En fait, j'arrivais pas à progresser en combat parce que j'étais trop gentille. Et le jour où c'est sorti, où ça a un peu explosé, où elle m'a dit, mais arrête d'être trop gentille, arrête d'être trop gentille, là, j'ai vraiment compris et j'essaie de faire des efforts. Mais c'est vrai que cet excès de gentillesse, au bout d'un moment, tu te rends compte que parfois ça se retourne contre toi, hein, que tu sois petit ou que, voilà, à notre âge, à notre grand âge, c'est des choses qui arrivent. Et ouais, je sais que récemment, là, on m'a reproché, entre guillemets, cet excès de gentillesse. On a essayé de m'en faire prendre conscience. Et ça y est, je commence à l'entendre, à m'en rendre compte. Mais oui, depuis toute petite, il y a eu plein de situations comme ça où j'ai été pas que gentille, mais tu vois, trop gentille. Cette notion aussi d'excès de gentillesse. Et il y a des gens justement qui en ont abusé parce que je trouve que c'est un peu on a tous un peu ce mark-up de... Pas de bully, j'exagère, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément été harcelés ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y en a qui en ont abusé justement de ta gentillesse? Mais ouais, mais tu vois, quand on reparle de l'enfance, c'est marrant parce que souvent la gentillesse, on compare ça à la candeur. On se dit oui, c'est quelque chose parfois d'un peu enfantin. Mais moi, j'ai croisé des gamins méchants, hein. Tous les... tous les enfants ne sont pas gentils. Il faut arrêter de croire que gentillesse égale candeur, enfance, etc. Non, il y a des gamins qui sont méchants. Et donc oui, j'en ai rencontré, voilà, des copines qui, parce que justement, tu avais cette étiquette de gentille, qui allaient en profiter. Donc non, ça c'est sûr que moi j'en ai rencontré. J'ai pas une souffrance, j'ai pas quelque chose qui m'a marqué. Je sais que ça peut être le cas pour beaucoup de personnes. Moi, c'est pas un traumatisme de mon côté, mais je sais que ça m'est arrivé, hein, voilà, d'avoir des personnes qui abusent de ta gentillesse, et ça à tout âge. Donc je me dis, c'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à s'en protéger de cet excès de gentillesse, à y faire attention, parce qu'à tout âge, on peut rencontrer des gens qui en abusent, dans le perso, dans le monde professionnel. C'est sûr que ça, il y en a plein. Et du coup, maintenant, est-ce que tu arrives à les repérer, ces personnes-là, et à mettre en place des actions justement pour pas qu'ils abusent de ta gentillesse? Mais tu vois, typiquement, ce qu'on se disait tout à l'heure, les personnes à qui tu dis non et qui demandent de justifier, qui insistent, etc. Pour moi, dès qu'il y a de l'insistance, dès que je sens que ça y est, j'ai montré à un moment donné peut-être qu'il y avait un petit bobo et on va appuyer dessus, entre guillemets, tu vois, quand j'ai dit non et qu'en fait on insiste, bah là c'est un red flag direct, c'est que ça sert à rien d'aller plus loin. Donc j'ai des petits signaux d'alerte maintenant, et ça va être notamment dès que quelqu'un en demande plus, alors qu'on a posé des conditions, qu'on a posé des barrières, ou alors qu'on ne les a pas encore posées, mais que la personne tire un petit peu sur le fil. Voilà, ça se joue beaucoup dans l'échange, hein. De toute façon, c'est en fonction des échanges qu'on peut avoir avec les personnes, jusqu'où quelqu'un est prêt à aller pour obtenir ce dont il a besoin. Et quand je me rends compte que certaines personnes sont prêtes à insister, à harceler, etc., à renvoyer 15 messages dans l'heure alors que tu leur as dit que tu n'avais pas forcément le temps. Enfin voilà, il y a plein de petits signaux où là je me dis, oulala, là ça sert à rien d'aller plus loin. Cette personne-là, elle cherche à profiter de ta gentillesse. Dans ce cas-là, on arrête, on passe à autre chose. Moi, je le rencontre aussi beaucoup pendant les appels prospects. Tu cales 15 minutes, 20 minutes avec quelqu'un qui va tirer sur la corde. L'appel, il finit par durer 30 minutes, 40 minutes. Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop, et c'est un signe avant-coureur que ça sert à rien de travailler avec ces personnes, parce que voilà, dans les prémices de la relation, déjà, tu as des signaux d'alerte qui te font te dire non mais cette personne abuse, c'est de l'abus, tout simplement. Et comment tu t'en dépatouilles justement parce que c'est des moments où on n'a pas l'habitude justement de là oser dire quelque chose. Comment tu t'en dépatouilles toi, de ces moments où tu te sens qu'il faut que tu te sortes de la situation?
Bah, écoute, maintenant, je dis clairement, voilà, je pense qu'on a dépassé, l'horaire prévu, je vais devoir vous laisser. Généralement, pour éviter d'être trop brute, je leur dis, voilà: «Est-ce qu'il y a une dernière question?» Et après je dois vraiment vous laisser. Donc, voilà, j'essaie sans rompre le dialogue tout de suite, de faire comprendre, que j'avais posé des conditions au début, qu'elles ont pas été respectées, que je veux bien être gentille, 1 ou 2 dernières minutes, mais qu'après ça, l'échange doit se terminer. Donc, encore une fois, je pense que ça passe par l'échange et puis, le fait d'assumer ses conditions et si la personne ne l'entend pas, c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai eu le cas avec un prospect il y a vraiment pas longtemps, là, ça me revient. Euh, et bah, effectivement, au bout d'un moment, il faut savoir rompre la paire et dire, bah là j'ai vraiment quelque chose Oui, d'autre qui suit, je dois vous laisser, même sans encore une fois avoir besoin de se justifier, même si on n'a rien derrière, tout simplement de dire, là, je vais devoir raccrocher. Ça dépasse ce qu'on avait prévu initialement. Voilà, tout en restant poli. Hein, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation. On peut tenir au courant à l'écrit. Mais en tout cas, je pense que ouais, j'arrive à trouver, à revenir dans la discussion, à avoir une énergie, je pense, qui permet de poser le cadre quand je vois que je me suis laissée un peu dépasser et, et clôturer certaines discussions qui mènent à rien, quoi. Parce que c'est certaines personnes, ça, les appels découvertes, les appels gratuits, les appels prospects, je pense qu'il y a 50% des prospects qui en abusent aujourd'hui parce que justement c'est gratuit, parce que c'est de notre temps qui est offert. Donc il faut s'armer aussi pour savoir dire stop au moment venu. Encore une fois, sans avoir besoin de se justifier, hein. Simplement de dire voilà. Et puis si la personne n'entend pas et re-rentre dans un monologue, hop, je passe sous un tunnel. Je suis désolée, je ne la vous bonne entends excuse plus. du tunnel, elle nous sauvera toujours celle-là. Ouais, mais non, voilà, de se dire, la personne en face n'a pas peur d'abuser de notre temps. Pourquoi j'aurais peur d'appuyer sur le bouton raccrocher, en fait? Là, j'ai expliqué, elle ne veut pas entendre. Bon, bah, il faut que je pense à moi aussi, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi réussir à se faire passer en premier. Puis je pense que ça, c'est un discours qu'on a aujourd'hui, mais tu vois, toi, tu t'es lancé il y a 4 ans, moi 3 ans. Je pense on en rediscute avec la Léa et Victoria de il y a 3 et 4 ans. Je pense qu'on n'avait pas le même discours. Mais absolument pas, mais non, 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 je pense qu'on revient de loin, hein, c'est clair. Mais justement, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on progresse, on apprend de ces moments où on est en difficulté, où c'est pas évident, où on est face à des gens pas si gentils que ça. Donc c'est ça qui nous fait grandir et qui nous fait progresser aussi. On a tous une marge de progression et pour les personnes qui écoutent et qui sont dans la position où on était il y a peut-être 2, 3 ans, où c'était très dur pour nous de dire non, où on se confondait en excuses, où on inventait des mensonges, où c'était compliqué, bah, c'est de se dire que finalement on peut aussi évoluer et même si nous aujourd'hui on n'est pas parfaite, bah voilà, trouver des petits leviers, trouver des petits outils, des petites armes euh, pour s'armer contre les gens méchants, quoi. Ouais, c'est clair, c'est vraiment ça. Et puis, je pense qu'il y a rien d'acquis. Enfin, c'est pas parce qu'on a réussi à le faire que moi, j'y arrive pas toujours. Enfin, tu vois, il y a pas une vérité vraie et il y a voilà, on est en pleine période d'apprentissage aussi. Moi, il y a des petits trucs, en effet, que je mets en place, comme confondre en excuses, ça résonne beaucoup chez moi parce que je suis quelqu'un qui s'excuse beaucoup, mais beaucoup trop et tu vois, je sais pas, dans mes mails, j'écrivais toujours «pardon» et maintenant, tu vois, j'essaye de plus le faire parce que, bah, il y a pas à s'excuser pour, tout. Enfin, pour le coup, en plus, la plupart du temps, c'est pas de notre faute. Moi, je suis typiquement la personne qu'on bouscule dans la rue et où je dis pardon. Donc, tu vois, voilà, maintenant, j'essaye de plus le faire parce que, en plus, moi, ce qui me rend folle, c'est que j'ai tendance à faire donc trop d'excuses, trop de choses comme ça. Et en face, en général, il n'y a pas de résonance. Enfin, je sais pas si toi, tu t'es déjà heurté à ça, mais moi, je fais un truc de ouf et la personne n'aurait jamais fait le quart de ce que j'ai fait. Enfin, tu vois, j'ai du mal maintenant quand il n'y a pas de résonance en face et quand je sais que la personne ne ferait pas la même chose que moi je suis en train de faire, bah, en général, je l'arrête parce que ça me coûte trop et je demande pas à être valorisée partout et qu'on me récompense et qu'on me tape sur l'épaule, tu vois, mais juste que les gens aient conscience aussi de nos sacrifices, entre guillemets, et de notre gentillesse et que ce soit une vraie valeur aussi pour eux, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi, hein. On en revient à cette idée de comment est-ce que j'aurais aimé d'être traité. Enfin voilà, est-ce que comment se comporte la personne en face si ça résonne pas avec la façon dont nous on se comporte avec eux, bah c'est sûr qu'au bout d'un moment il y a un décalage qui est trop gros et ça sert à rien de poursuivre les relations, les discussions. Et sur cette notion de s'excuser tout le temps, ça c'est vrai. Moi je rencontrais ça aussi beaucoup à l'écrit. Je m'en suis rendu compte à l'écrit parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. On peut se relire que dans l'écoute, dans les discussions, on a du mal à se réécouter parler à moins que ce soit dans un enregistrement. Et je me réécouterai pour voir Oui, si c'est je ce me que suis j'allais pas dire, tu pourras te réécouter. pour voir tous les petits tics de langage, tous les et puis les petits pardon, désolé, oups s'il y en a. Mais en tout cas, tu vois, à l'écrit, typiquement dans les emails, plutôt que de se confondre en excuses, il y a un conseil qui est souvent donné, c'est plutôt que de dire désolé d'avoir mis trop de temps à répondre à votre email, j'étais sous l'eau, machin. C'est plutôt que commencer par un désolé, c'est de commencer par un merci. Merci pour votre patience. Ouais. Tu vois, de transformer le désolé d'être en retard à merci de
m'avoir attendu, merci beaucoup. Alors ça veut pas dire qu'on enlève complètement toute part de responsabilité si jamais on a commis quelque chose parce que on devait vraiment répondre à quelqu'un et on a oublié. Évidemment qu'il faut s'excuser, on n'est pas là en train de dire il faut arrêter de s'excuser, etc. On est en train de dire il faut arrêter de s'excuser tout le temps et voir parfois comment est-ce qu'on peut remplacer ces tournures qui sont un peu du coup négatives, péjoratives, par quelque chose de beaucoup plus positif et souvent de replacer le merci au cœur de la discussion. Désolé, je suis en retard, mais en fait, merci de m'avoir attendu, hein, c'est super sympa. Ça permet aussi déjà de transformer un petit peu les messages qu'on envoie, quoi. Donc, moi, Ouais, je c'est sais que c'est vrai. quelque chose que j'essaie de mettre en pratique dans les moments où je peux remplacer le désolé par le merci et que ça peut coller, et ben, j'essaie de le faire si ça a du sens. Ouais, franchement, c'est un super conseil parce que ouais, j'ai souvent tendance, moi, à écrire désolé et puis à plus me dévaloriser, tu vois, limite, je suis qu'une pauvre merde, je suis en retard. Enfin, tu sais, vraiment à me dévaloriser alors que ça va, calme-toi, tu sais, genre j'ai 2 minutes de retard, arrête de te confondre en excuses. Donc le merci de m'avoir attendu ou le merci d'avoir patienté, je le trouve hyper. Enfin voilà, je garde le conseil, tu vois, je le note précieusement parce que c'est un super conseil. Et ben, écoute, ravie de le partager ici. Je prends, je prends. Et du coup, dans ta vie perso, est-ce que tu arrives, au fil des années, à t'entourer, de personnes qui te ressemblent, qui sont bienveillantes, enfin, comment ça se passe, toi, dans ton perso à toi et comment ça a évolué? Ah ouais, non, mais c'est sûr que moi, la toxicité autour de moi, c'est juste plus possible, hein. Très souvent, bon, alors on se disait, hein, ça fait 4 ans que je suis indépendante, que je suis freelance. Ça m'a permis, en quittant le monde du salariat, ça m'a aussi permis de quitter un univers où en fait, tu es avec des gens que tu les subis plus que tu ne les choisis en fait. Même s'il y a des gens trop cool, des gens hyper sympas, et j'ai des très très bons souvenirs en entreprise, c'est quand même un contexte où tu arrives dans une entreprise et tu peux pas forcément choisir. Donc tu vas être un petit peu dans le je subis. Moi aujourd'hui, depuis que je suis freelance, j'ai ce luxe de pouvoir m'entourer de gens sympas, qui me tirent vers le haut, qui sont pas là, à l'inverse, à me descendre constamment. Donc toutes les personnes qui pourraient s'apparenter à des gens toxiques, ils ont disparu de mon environnement professionnel. Et dès que je repère quelqu'un qui pourrait être toxique dans les clients, dans les prospects, et ben c'est ce qu'on se disait juste avant, il y a une sorte de radar un petit peu à gens pas cool, et ça me permet de les mettre de côté et puis ne pas avancer avec eux. Donc dans le monde professionnel, je trouve que je suis plutôt très bien entourée. Je me sens comme dans mon petit cocon où en fait j'ai choisi cette vie-là professionnelle, et du coup ça se reflète par des relations où ça se passe très bien. Et dans le perso, je pense que c'est un petit peu le miroir de ce qui se passe dans le pro, hein. Plus on avance, plus on grandit, moins on a à subir certaines relations. Tu vois, tu as pu aller à l'école et te confronter aux mêmes camarades, etc. Là, dans le perso, je pense qu'on a atteint un âge où on est capable de choisir aussi les relations. Donc aujourd'hui, j'estime que j'ai fait cette sorte de tri, entre guillemets, c'est pas très beau comme mot, mais en tout cas le tri dans les relations, qu'elles soient perso et pro, pour avoir mon cocon, mon entourage. Et c'est pas des décisions qui sont faciles à prendre, hein, parce que parfois on a le socle de la famille, tu vois, faire du tri dans ses relations familiales, c'est quand même super difficile. Bon, moi je suis chanceuse, j'ai pas eu à le faire particulièrement du côté familial, mais ça peut être dans les relations amicales, encore une fois dans les relations professionnelles. Donc non, je me sens hyper bien entourée. Et puis dans le ciment, on va dire, un peu de ma vie, qui est mon couple, en fait, ça fait 10 ans et demi que je suis avec un vrai gentil, en fait. Mmh. Un vrai, de vrai gentil, quoi. C'est son moment où, voilà, il va plus se sentir parce qu'il va écouter ce podcast et il va dire, ouais, sympa, elle dit des choses cool sur moi. Mais c'est la vérité. Je pense que c'est une relation où vraiment la gentillesse, c'est un des socles, que ce soit entre nous deux, lui avec les gens qui l'entourent aussi. En tout cas, il n'y a pas de toxicité à aucun endroit, et je pense que ça me porte aussi, et déjà, ça m'aide à m'améliorer, à grandir, etc., et surtout à partager quelque chose qui est très sain. Ouais, non, c'est vrai, mais c'est hyper vrai tout ce que tu dis. Et puis, je sais pas si tu l'as vécu, toi, mais moi, j'avais ce truc-là où j'avais l'impression qu'il fallait collectionner un peu les amis parce que c'était cool, tu vois, d'avoir plein d'amis. Et je sais pas, moi, j'avais vraiment ce truc-là où je voulais que tout le monde m'aime et avoir des amis partout, dans toute la France et tout. Et là, moi, j'ai fêté mes 30 ans et du coup, j'ai très peu d'amis. Et j'ai eu une phase où ça m'a un peu inquiétée. Parce que je me suis dit, tiens, chelou quoi. Enfin, si je fête mon anniversaire, on était 20, tu vois, par exemple, à mon anniversaire. Et j'ai passé le meilleur anniversaire de toute ma vie, vraiment. Mais, tu sais, ça m'a un peu questionnée sur les relations que je cultivais et tout ça. Mais en fait, avec du recul, je me remercie, entre guillemets, d'avoir fait ça parce que c'est des relations où les gens me connaissent depuis plusieurs années, on se connaît par cœur, on se fait confiance et il n'y a plus rien à prouver, quoi, tu vois. Alors que moi, avant, dans mes amitiés, j'étais toujours sur tu sais, un peu le fil du rasoir où comme je voulais que les gens m'aiment, je me contorsionnais un peu dans tous les sens pour justement être appréciée de tel groupe, de telle personne. Et en fait, j'étais jamais réellement moi-même.
Et du coup, en fait, c'est trop bien d'avoir des amis, enfin un entourage, un compagnon, une compagne où on peut être que nous-mêmes. Et je trouve enfin moi, il y a toute une période de ma vie où j'ai oublié d'être moi-même. Mais ça me parle tellement ce que tu racontes et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être passés par là aussi. Donc de s'en rendre compte aujourd'hui, c'est une petite victoire qu'on peut célébrer parce qu'on se rend compte du chemin parcouru. Et moi, je suis passée par exactement les mêmes étapes et c'est pareil aujourd'hui. Enfin, quand je fêterai mes 30 ans, on sera peut-être 15 ou 20, mais on s'en fout du nombre parce que derrière, c'est des vraies relations et c'est ça qui est important. Entourez-vous de gens gentils et surtout qui sont sains pour vous, pour votre santé mentale, pour votre vie personnelle, votre vie professionnelle. C'est tellement important. Ouais, et puis d'expliquer comment on fonctionne. Moi aussi, j'ai compris, tu vois, que on avait tous notre manière de fonctionner, de voir les choses. On avait tous des besoins différents. Et moi, je suis un peu comme toi, je suis beaucoup dans l'empathie. J'anticipe beaucoup les besoins des autres. Et j'attendais un peu que les autres fassent comme moi je fais. Mais en fait, on fonctionne pas tous pareil. Et du coup, j'avais tendance à être déçue dans mon coin, à pas le dire parce que j'attendais des choses. Mais en fait, si je le verbalise pas, les gens, ils s'en rendent pas compte. Et donc maintenant, j'apprends, même si ça, pour le coup, ça me coûte encore beaucoup d'apprendre à dire que là j'ai besoin d'aide, là j'ai envie et du coup hésitez pas en fait sur les gens auxquels vous avez vraiment confiance à communiquer vos besoins, vos envies, enfin tout ce qui se passe dans votre tête parce que on fonctionne pas pareil, vraiment. Ah non, vraiment, c'est clair. De l'exprimer, c'est vraiment un truc fondamental. Et encore une fois, hein, ça s'acquiert avec le temps. Faut pas forcément se mettre de pression là-dessus. Mais les gens ne sont pas dans notre tête. On est les seuls à être nous-mêmes dans notre propre tête. Et ça peut être bien de s'en rendre compte pour pouvoir faire bouger les choses. Et c'est clair. Toi, comment tu le vis, le regard des autres, justement, sur le côté confiance en soi et tout ça? Enfin, ça évoque quoi pour toi, le regard des autres? Bah écoute, moi c'est quelque chose qui est en constante évolution, d'autant plus que, dans ma communication, je me mets en avant aussi beaucoup plus ces dernières années, ce que je faisais pas avant, de devenir freelance, avant, de créer une image de marque, de me mettre à communiquer. Donc encore une fois, moi c'est beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn, c'est très particulier aussi parce que c'est une scène où on monte dessus, mais on sait pas qui va être dans le public, on sait pas qui va nous lire, qui va venir commenter. C'est un réseau qui est quand même extrêmement ouvert, donc ça peut être des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas. Les posts peuvent partir viraux ou être pas vus du tout. Donc c'est quelque chose qui peut être assez dur à gérer émotionnellement quand déjà de base on n'a pas forcément confiance en soi ou on a cet excès de gentillesse qui du coup nous pénalise un petit peu et un excès de gentillesse envers les autres mais envers soi-même encore une fois où c'est un peu plus compliqué. Donc c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à gérer avec le temps. Gagner confiance en moi, c'est encore en cours d'apprentissage. Mais oui, de plus prendre autant personnellement, moi j'ai tendance à prendre très souvent à cœur les remarques, même quand c'est pas méchant, même quand c'est pour nous faire progresser, même quand c'est un désaccord qui est exprimé. Pour moi, c'est encore difficile à accepter, quoi. D'accord? Donc la personne là ne va pas à 100% dans mon sens. Il faut que je me remette en question. Il faut que j'essaie de faire ci ou ça, de la convaincre peut-être que, ou alors je vais me morfondre sur moi-même. C'est des choses qui peuvent encore arriver. Donc non, pour moi, c'est pas quelque chose de 100% acquis. Hein. Prendre confiance en soi par rapport au regard des autres, ça se joue beaucoup dans ma vie pro. Dans ma vie perso, je pense qu'aujourd'hui, comme on se le disait juste avant, en ayant fait le tri sur qui m'entoure, etc., je me pose moins la question de qu'est-ce que vont penser les gens. Ça m'atteint moins. Mais par contre, dans le perso, comme le perso, c'est une grande partie aussi de ma vie, de mon image, de ce que je peux faire de mes journées, c'est encore assez difficile à gérer. Tu vois, même le feedback des clients, quoi. Jusqu'à ce que j'ai pas, hein, oui, Victoria, c'était super. Je pars du principe que les gens vont être déçus de moi et que c'est pas forcément génial et qu'est-ce qu'ils vont en dire, comment ils vont me regarder, etc. Donc je sais que j'ai encore un gros travail à faire là-dessus. C'est pas évident, hein, vraiment. Mais je pense que ça, on l'aura toujours parce que, tu vois, je trouve qu'on a... Enfin, moi, j'ai grandi comme ça aussi, où tu avais tes parents qui te félicitaient, tu avais les maîtres et maîtresses qui te félicitaient, après les profs. Enfin, je trouve qu'on a besoin, en tout cas, moi, je marche vachement comme ça, j'ai besoin qu'on me félicite, quoi, tu vois. Vu que je sais pas trop le faire de moi à moi et de me contenter de ce que... de me dire, bah, c'est trop bien, Léa, ce que tu fais, tu vois, de m'auto-congratuler. Du coup, j'attends beaucoup des autres, moi, là-dessus, et ça repose beaucoup sur les autres. Et je sais que c'est lourd hein, pour mon entourage, et pour, mais j'ai besoin que parfois, juste juste qu'on me dise, oui, c'est bien, Léa, oui, mais oui, je t'aime, Léa. Enfin, tu vois, juste de me rassurer. Moi, je suis tout le temps dans la réassurance, et je pense que c'est épuisant, mais pour le coup, j'arrive pas à m'en défaire, quoi. Le côté où il faut me rassurer. Ouais, mais c'est notre carburant, mais c'est ça, hein, je pense qu'on se comprend, on se découvre encore des points communs, mais oui, c'est un carburant, moi je suis exactement pareil. Et puis on veut pas quémander non plus, tu vois. C'est le truc où on attend secrètement qu'on nous félicite ou qu'on va pas te demander parce que moi je trouve que ça reste pour moi un abus de faiblesse alors que pas du tout. Hein,
Au contraire, si vous avez besoin enfin, j'en sais rien, mais vous avez besoin que vos amis vous fassent plus de marques d'attention, bah, dites-le. Ce sera pas du tout de la faiblesse, mais c'est moi, c'est mon spectre à moi où pour l'instant, je le vois encore comme ça. Et donc, voilà, j'ai tendance à faire la guerrière et à faire croire que tout va bien et que, voilà, j'ai un peu, parfois, je mets un masque et du coup, juste parfois d'assumer qu'on a besoin de quelque chose, bah, je trouve que c'est aussi une question de confiance en soi et en fait, les autres, en général, ils le prennent bien. En plus, c'est ça le pire. Mais oui, osons demander autour de nous, c'est un petit peu Ouais, c'est ce clair. qu'il faut retenir. C'est clair, ouais, le moi d'oser. Oser, je pense que c'est mon mot des dernières années, c'est oser, et puis pas, bah, comme on disait tout à l'heure, de pas s'excuser pour tout, mais moi j'ai toujours peur de déranger, sur tous les aspects de ma vie, j'ai toujours peur de faire trop de bruit, de prendre trop de place, de déranger, de pas être là, où il faut. Enfin, tu vois, j'ai toujours peur de déranger et du coup, maintenant, j'essaye de plus assumer ce truc-là et de pas, voilà, moi, je suis la personne qui, dans une discussion, prend beaucoup de place, par exemple, parce que j'ai un caractère assez fort, je parle fort, je rigole, voilà, je suis un peu le petit clown de service et après, avec du recul, je me refais la scène dans ma tête et je me dis: «Oh là là, mais j'ai pris trop de place, c'est horrible, j'ai écrasé les autres» et je déteste, tu vois? Je me sens hyper mal et maintenant, je me saoule à avoir ces pensées-là automatiques, mais ça, pour le coup, j'arrive pas à les arrêter, quoi. Mmh. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Mais du coup, moi, quand ça m'arrive, j'essaie de me tourner vers le futur, en fait, finalement. C'est que moi, j'ai trop souvent tendance à être ancrée dans le passé. Donc, c'est ce que tu dis là, en fait. C'est finalement de se dire, ah, mais qu'est-ce que j'aurais pu changer dans cette discussion? Qu'est-ce que j'aurais pu moins faire, moins dire pour prendre moins de place? Je pense qu'on se ressemble beaucoup sur ces points-là aussi. Et bah, du coup, j'essaie d'essayer d'annuler ces pensées-là qui sont très tournées vers le passé en me disant, de toute façon, je ne peux plus le contrôler. En revanche, qu'est-ce que je peux contrôler? Bah, potentiellement, qu'est-ce que je pourrais refaire de mieux à l'avenir? Si j'ai le sentiment d'avoir peut-être blessé quelqu'un dans une discussion, bah, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux pas décrocher mon téléphone pour le rappeler et lui dire, bah voilà, en fait, finalement, je m'excuse ou voilà, comment est-ce que je vois la suite? En tout cas, de penser plutôt à comment je peux m'améliorer par la suite si jamais je me sens en tort, ou alors tout simplement à avancer, à faire abstraction de ce qui s'est passé dans le passé et me dire non, la Victoria, c'est dans ta tête, c'est dans ton Et cerveau, on passe à autre chose. Et même si c'est hyper difficile à faire dans la réalité, j'essaie maintenant de beaucoup plus me concentrer vers l'avenir, quoi, le futur. Le passé, c'est une chose, mais si on reste accroché à son passé, on n'avance pas tant que ça. non, mais c'est vrai, tu as raison. Moi, c'est vraiment un de mes défauts à ouais, rejouer. Moi, je rejoue des scènes. Mon cerveau, il est très fort pour ça, mais vraiment, je pourrais être scénariste, je pense, parce que franchement, j'hypothétise beaucoup comment les gens vont réagir et après, à posteriori, je rejoue les scènes. Enfin, franchement, je pense que j'ai loupé ma carrière de réalisatrice parce que, à mon avis, j'ai des bons scénarios dans la tête, quoi. Mais ouais, moi, ça m'arrive sous la douche. Je sais pas si toi, ça t'arrive aussi, mais la douche, c'est vraiment le moment où tu refais mais C'est toute vrai. ta vie, tes discussions. Ah, mais j'aurais dû lui dire ça. Et tu t'en Beh, moi, sors pas. sous la douche, je suis tellement déconnectée et justement, j'ai tellement mon cerveau qui vagabonde que des fois, j'éteins la douche et je ne sais plus si je me suis lavée ou pas. Tellement que j'ai le cerveau qui va ailleurs, c'est impressionnant. Mon Dieu, je ne suis donc pas la seule. Et du coup, j'avoue tout, je me relave parce que je ne sais plus si j'ai passé du savon ou pas sur mon corps. Folle, mais propre. Exactement, propre peut-être 2 fois, mais au moins, mieux vaut 2 fois qu'1. Exactement. Ah, je te jure. Mais ouais, c'est des trucs, mais moi, je suis beaucoup dans la lune. Je me rends compte que ça a été une caractéristique, de quand j'étais enfant. Je pense que sur tous mes bulletins, c'était écrit que je rêvassais beaucoup, que j'étais pas je suis quelqu'un qui voit un papillon dans la rue et qui est capable de suivre ce papillon et d'oublier totalement ce qu'elle est en train de faire. Enfin, vraiment, j'ai la capacité de concentration d'un enfant de 3 ans, je pense et du coup, le métier de freelancing me va bien parce que je peux passer du coq à l'âne toute la journée. Franchement, quelqu'un verrait ma journée, ça n'a ni queue ni tête. Je peux passer vraiment de tout, enfin, tout et n'importe quoi. J'ai 12 000 onglets ouverts sur mon ordi. Je suis vraiment vraiment le syndrome de je fais trop de trucs à la fois et tu vois, là, déjà, je sais plus où je voulais en venir avec cette idée mais bref, tout ça pour dire que justement, j'ai du mal à me focus et que je me rends compte, je sais pas si toi ça te le fait, mais que mon cerveau va trop vite. Tu sais, ça gamberge tellement vite que le reste ne suit pas, quoi. Mmh. Moi, je m'en rends compte en vivant avec quelqu'un qui, du coup, a un cerveau qui avance normalement, tu vois, à la vitesse normale. Et en fait, vraiment, qui est le miroir qui me renvoie une sorte d'image où je vais tout le temps trop vite, etc. Le cerveau va trop vite, les actions vont trop vite, les paroles vont trop vite. Et du coup, de vivre avec quelqu'un qui est capable aussi de me canaliser, ça m'aide beaucoup parce qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement, on est complètement opposés là-dessus. Mais oui, je m'en rends compte aussi. Et puis, ça m'arrive de m'envoler enfin, partir dans des envolées lyriques où je sais plus du tout
où je veux en venir, parce que la bouche parle, enfin, elle va beaucoup trop vite, va plus vite que ce qui se passe là-haut. Vraiment, c'est pas Ah non, mais connecté. ouais, C'est exactement. insupportable. C'est insupportable. Ouais. Et moi, je me dis, ça doit être usant pour les autres. Parce que moi, d'un côté, tu vois, je me dis, au pire, j'ai du mal à suivre moi-même, mais bon, je m'en fiche, tu vois. Pour le coup, ça, je suis pas trop intransigeante avec moi. Mais je me dis, pour les autres, ça doit être trop chiant. C'est pour ça qu'ils viennent plus à nos anniversaires. C'est ça. Mais c'est rigolo parce que tu vois, sur ça aussi, on se retrouve beaucoup. Moi, je suis avec quelqu'un qui est très pragmatique, très posé, très terre à terre, très cartésien. Enfin, vraiment l'inverse de moi sur plein de sujets. Et c'est ce qui fait que parfois, ça m'apaise, tu vois. Genre, là, Léa, calme-toi, pose-toi 2 secondes. Que ce soit du positif ou du négatif, tu vois. Mais juste prends du recul, prends le temps d'eux. Et franchement, je crois que j'avais besoin de quelqu'un comme ça parce que si j'étais avec mon double masculin, mais on se serait usé, mais ce serait pas possible. Je suis d'accord avec toi. Ah, c'est une question d'équilibre, hein. C'est comme dans tout, hein, dans le pro, dans le perso, dans tout ce que tu veux. Ouais, Ouais, on a non, besoin de ces équilibres-là. clairement. Et du coup, on parle beaucoup de la gentillesse comme un truc un peu négatif. Est-ce que toi, tu as des exemples où justement ton côté gentil t'a servi? Tu vois, sans dire de faire de la gentillesse un peu déguisée, mais est-ce que ta gentillesse te sert, toi, dans ton quotidien? Écoute, oui, parce qu'on parle beaucoup de ce côté, comment est-ce qu'on peut combattre l'excès de gentillesse, arrêter d'être trop gentil, apprendre à dire non, et cetera. Mais il faut pas oublier tous les côtés positifs, de la gentillesse, hein. Moi, quand je reviens à la définition que j'ai donnée, c'est vraiment un condensé de plein de choses hyper positives, de bienveillance, respect, d'écoute. Donc non, non, de mieux vivre ensemble, comme je disais tout à l'heure. Donc la gentillesse, quand moi, je l'utilise, dans 90 des cas, ça tend vers cet objectif de mieux vivre ensemble, que ce soit dans les services rendus dans le perso, enfin tout ce que je peux. Dès que je suis gentille avec quelqu'un dans le perso, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette histoire de karma ou ne serait-ce que de se recevoir un merci, ça peut ensoleiller mes journées, d'aider les autres et vraiment de le faire sincèrement, mais de façon désintéressée, sans attendre qu'on me rende l'appareil juste après. Ben ça, pareil, c'est hyper important pour moi. Donc non, je rends beaucoup de services auprès d'amis, auprès de collègues. Je prends beaucoup de temps, voilà, par exemple dans ma coopérative, pour aider les gens qui ont des problèmes dans leur business, sur leur communication. Et ça, voilà, même pas en rêve qu'on me rémunère pour ça, parce que pour moi, c'est de la gentillesse, c'est du service rendu. J'ai été bénévole aussi dans des associations, donc tu vois, de donner aussi de mon temps, c'est une forme de gentillesse aussi, je pense, de se dire, en fait, finalement, voilà, je veux aider les autres. Donc, non, moi j'ai un souvenir notamment d'une association qui m'a beaucoup marquée, qui s'appelle Princesse Margot, qui lutte contre les cancers pédiatriques, où là, tu es exposé à pas mal de choses assez difficiles. Et dans ce cas-là, de s'armer de gentillesse, d'utiliser la gentillesse comme une force, la gentillesse avec les enfants, avec les autres bénévoles, et ben ça donne des choses merveilleuses, en fait, finalement. Donc, non, il y a beaucoup de situations, je pense, dans ma vie quotidienne, où je me dis, c'est possible d'être gentil et que ça porte ses fruits, que ça génère des actions positives. C'est pareil dans le pro, quand on disait tout à l'heure, voilà, moi je suis très active sur LinkedIn, je n'ai pas dans ma ligne éditoriale ce biais où je vais essayer d'être méchante ou de provoquer les gens ou d'être clivante. Finalement, la vie me le rend bien, entre guillemets, même si je le fais encore une fois de façon désintéressée. Il y a cette notion, moi j'aime bien cette phrase kill them with kindness, tu sais, de se dire en fait, tu t'es pas obligé pour réussir d'être méchant, d'être celui qui tient les armes, etc. Tu peux aussi kill them with kindness, en fait, finalement utiliser ta gentillesse au service de tout ce que tu veux et pour avoir des retombées positives. Donc ça, ouais, j'y suis confrontée assez souvent quand même. On y revient du coup côté boîte à outils. Pour le coup, la gentillesse peut être grave utile, sans parler de gentillesse intéressée. Et en effet, de voir le truc où je pense qu'il y en a qui sont bénévoles parce qu'ils ont l'impression que ça fait bien sur le CV ou je ne sais quoi. Mais voilà, mais en tout cas, de juste être gentil pour être gentil. Enfin, je trouve que c'est de piocher dans cette boîte à outils de gentil. Moi, je m'en rends compte dans mon quotidien aussi. Je trouve que le fait d'être gentil, ça désamorce des situations qui pourraient partir beaucoup plus mal si j'avais pas cette gentillesse. Ne serait-ce que, je donne toujours cet exemple, mais une boulangère pas très sympa qui fait pas un sourire, bah voilà, le but d'arriver avec ma joie de vivre et de lui tirer un petit sourire, bah, c'est ma petite victoire à moi et j'espère lui avoir ensoleillé sa journée, tu vois? Et du coup, je me dis, je trouve que moi, ça me coûte rien d'être gentille en tout cas, et sur des gens où, bah, on sent que soit ils sont pas dans un bon jour, soit c'est pas forcément le fond de leur valeur, la gentillesse, eh ben, on arrive toujours à gratter un peu plus que si on avait été dans leur sens, je trouve. Ouais, c'est une façon de faire notre petite bonne action, notre petite BA, et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Exactement, ouais. Et puis,
Ouais, je sais pas, il y a un truc où même moi, ah oui, je voulais te poser cette question-là. Comment tu gères le conflit? Parce que je voulais voir ton avis là-dessus. Comment est-ce que je gère ou comment est-ce que je fuis le conflit? Parce que Encore ça, un c'est point commun, check. Alors, parce que ça, ouais, moi, gérer le conflit, tu vois, c'est d'abord l'étape de est-ce que je peux fuir? Est-ce que je peux éviter le conflit? Si oui, je fonce la tête la première dans la direction opposée, quoi. J'ai tendance à fuir le conflit parce que justement, je ne sais pas le gérer. En revanche, si je me retrouve dans une situation où je dois vraiment gérer le conflit, et ben déjà, premièrement, je me laisse souvent dépasser par mes émotions. Je suis quelqu'un d'assez émotif, donc en fait, finalement, face à un conflit, c'est d'abord les émotions qui vont parler. Donc chez moi, comment ça se manifeste? C'est un ruisseau de larmes Oh qui va couler punaise. sur mes joues. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai des souvenirs de conflits, par exemple en entreprise, mais c'est même pas parfois des conflits, des désaccords, des trucs comme ça où c'est pas grave. Encore une fois, on ne sauve pas des vies, mais en fait, sur le moment, parce que prise par sur le fait de ce conflit que je n'attends pas, que je n'espère pas, que je redoute, et ben c'est les émotions qui parlent. Donc, je n'ai toujours pas trouvé la clé aujourd'hui, à plus de 28 ans, de comment gérer les conflits, parce que ce sont les émotions c'est le conflit qui me gère plus que moi qui gère le conflit. Donc vraiment, c'est les émotions qui parlent. Et puis après, voilà, il faut que je retrouve mes esprits et je suis capable après d'être dans la discussion, dans la communication, mais c'est pas réactif, quoi. Je sais qu'il y a des personnes qui sont au tac au tac. Tu vois, va y avoir un conflit, elles vont être capables de surenchérir et puis ça va monter dans les tours. Et puis voilà, moi c'est juste niette, impossible de rentrer dans le conflit comme ça. Il y a d'abord cette barrière des émotions et cette volonté de fuir avant toute chose pour éviter de me retrouver confrontée. C'est hyper dur. S'il y a des gens qui ont des conseils d'ailleurs sur comment mieux gérer ces conflits, venez me voir. Ma porte est grande ouverte. Hein. Ah Même punaise, mais je suis passer par tellement la d'accord fenêtre. avec toi. Ah ouais, franchement, moi, je suis nulle. Bah, déjà, le conflit me terrorise. Enfin, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment un truc où je sais pas comment gérer et je perds, j'ai l'impression, toute crédibilité parce que je pleure. Mais je pleure, mais instantanément. Et c'est l'enfer. Franchement, le moindre truc. Là, il y a un mois, là, j'ai un client qui m'a appelé et c'est un client, ça faisait plus d'un an que je travaillais avec lui et je sentais que niveau humain, ça fitait pas. Enfin voilà, je sentais que vraiment il y avait un truc où on s'entendait pas. Et j'avais décidé d'arrêter avec lui. Ça faisait plusieurs mois que je me posais la question de comment lui annoncer et tout ça. Et là, il m'appelle et il m'explique que je rentre pas dans les détails techniques, mais il a fait un peu des trucs dans mon dos pour voir un peu. Il a un peu audité mon travail, tu vois, pour faire un peu voilà. Et il me l'a pas dit. Et du coup, il m'a expliqué qu'en gros, c'était pas contre moi, mais nanana. Et en fait, au téléphone, je me suis mise à pleurer. Et donc, j'ai essayé de faire bonne figure parce qu'en plus, c'est quelqu'un d'assez pas sympathique, pour pas dire d'autre chose. Et donc, du coup, j'ai totalement perdu la face alors qu'à la base, je voulais être assez ferme et juste lui dire que j'arrêtais et que de toute façon, on se comprenait pas. Et en fait, à la fin, j'ai un peu écourté l'appel parce que je sentais les larmes monter et je pense qu'il s'en est rendu compte et je me suis sentie bête. Et donc après, j'ai raccroché. J'ai pleuré pendant une bonne heure, je me suis mise un peu en boule et ça allait mieux. Mais moi, j'ai besoin pour reset un peu, j'ai besoin de ces moments-là où en fait, ça fait trop. Moi, c'est un peu un débordement de mes pleurs. C'est voilà, c'est limite, des fois, je pleure. Mon mec, il me demande pourquoi. Je dis, j'en sais rien, j'ai juste besoin de pleurer. Mais je suis tellement pareil. Et vraiment, j'aimerais qu'on trouve le bouton où appuyer, tu vois, pour se dire non, ne pleure pas tout de suite, pleure après, mais d'abord sois dans le moment présent en essayant peut-être de régler le conflit, voilà, d'avoir la discussion qui est importante. Mais chez moi, c'est pareil, c'est impossible, c'est instantanément, c'est les larmes qui vont monter, c'est de devenir toute rouge et de me mettre à pleurer. Voilà, c'est exactement ce qui se passe dans 100% des conflits que je peux rencontrer dans ma vie. Et ouais, je crois que ça a toujours été comme ça, hein, du plus loin que je me souvienne. Donc, j'ai toujours pas trouvé la recette, mais ouais, c'est vachement difficile, d'autant plus que souvent le conflit il est inattendu en fait, donc je pense Ouais, qu'on n'y est pas préparé et sous l'effet de surprise forcément les émotions se multiplient, et ça c'est vachement compliqué à gérer, surtout face à des gens qui sont pas gentils en face, quoi. ouais, Donc, clairement. Et je trouve que c'est d'autant plus un aveu. Enfin, pour moi, là, ça, c'est vraiment un aveu de faiblesse, quoi, tu vois. Genre en mode, là, je me mets à pleurer devant telle ou telle personne, j'ai juste tout sauf envie de pleurer devant cette personne, et du coup, là, je le gère vraiment mal, moi, et j'ai pas du tout envie que. Et en plus, c'est des gens qui sont très mal à l'aise avec les pleurs, parce qu'on voit qu'ils ont pas trop d'empathie, et donc ils sont en mode, je sais pas quoi faire, je suis gênée. exactement. Toi, comment tu gères Quel justement enfer. quand quelqu'un pleure devant toi? C'est quoi tes réflexes?
Ah ouais, moi je suis, comme j'ai tendance à vivre ces moments-là assez enfin, pas assez régulièrement, mais à les vivre en tout cas, de cette façon-là. Le pleur fait partie, aussi de ma vie, hein, on peut le dire. Je pense que je suis peut-être 2 fois plus empathique à ces situations où je vais avoir quelqu'un en face de moi qui va se mettre à pleurer. Donc déjà, je vais pas faire partie de cette catégorie de personnes qui ignore, qui fait comme si, Mmh. tout allait bien. Je sais pas le nombre de fois où, dans le métro, parfois ça m'est déjà arrivé ou dans la rue de voir quelqu'un pleurer. Alors c'est toujours délicat parce que tu sais Ouais, jamais trop c'est comment dur. aborder la personne en Mmh. tant qu'inconnu, mais ne serait-ce que de lui proposer un mouchoir, tu vois, de lui proposer une oreille, juste est-ce que vous allez bien, juste de poser la question sans être trop intrusif. Alors c'est toujours un peu délicat, c'est beaucoup du cas par cas, mais en tout cas j'essaie d'agir. Je vois quelqu'un pleurer, ça m'est déjà arrivé en entreprise, moi ça m'est déjà arrivé pareil en entreprise de me retrouver à pleurer dans le couloir parce que j'essayais de fuir un conflit, etc. Si je vois quelqu'un qui rencontre cette situation, ça va être de lui demander, voilà, est-ce que tu veux venir prendre l'air? Est-ce que tu veux boire un verre d'eau? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Oui, non. Mmh. Et dans ce cas-là, après d'agir, mais en tout cas, d'être quand même en soutien, en réassurance. On le disait tout à l'heure, on est nous-mêmes des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Je pense que les personnes qui se retrouvent dans ces états-là, en ont potentiellement aussi besoin. Donc, de me proposer, en tout cas, comme simplement dire, hey, coucou, je suis là, s'il y a besoin, je suis disponible. C'est un petit peu ma façon de réagir. Enfin, c'est des personnes qui ont l'air d'être en détresse, en tout cas. Mais en tout cas, moi, ne rien faire, c'est trop dur, quoi. Je suis capable de faire demi-tour dans la rue parce que je suis passée devant quelqu'un qui pleurait et finalement j'ai rien fait et je vais culpabiliser. Et c'est peut-être aussi une preuve de gentillesse, hein, mais en tout cas de se dire, je peux pas laisser passer ça, quoi. Je peux pas laisser cette personne dans cette situation sans avoir semé ma petite graine du jour entre guillemets en disant, bah, je vais essayer de l'aider, pas juste pour cumuler des bons points de karma, mais juste parce que physiquement impossible de me dire cette personne-là, je vais la laisser en détresse comme ça, quoi. Mais c'est hyper marrant que tu dises ça parce que ça fait plusieurs fois que je veux en parler avec quelqu'un dans un épisode, puis à chaque fois la pensée, je l'oublie et tout. Mais je me posais toujours la question de moi, c'est une vraie question de voir quelqu'un pleurer dans la rue. Est-ce que je vais la voir ou pas? Parce que je me mets aussi dans la peau de cette personne et je me dis, moi, ça m'est rarement arrivé de pleurer vraiment dans la rue. Et du coup, mais j'essaye toujours de me mettre dans la peau de cette personne. Et moi, tu vois, pour le coup, c'est vraiment peut-être un de mes défauts, mais j'ose pas aller les voir parce que bah, toujours mon défaut de peur de déranger et de peur d'être trop intrusive. Mais tu vois, maintenant que t'en parles et je me dis en fait, moi je crois que si je pleurais dans la rue et que quelqu'un juste venait me voir et hyper, doux et tu vois, qu'on voit que c'est que de la bienveillance, juste, me proposer un mouchoir ou quoi, je crois que ça me ferait du bien, tu vois? Donc je pense que je vais le faire les prochaines fois parce que vraiment ça me troue le cœur. Quand je vois quelqu'un qui pleure dans la rue, vraiment c'est un tu sais, j'ai toujours envie de savoir, pourquoi la personne elle pleure. Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Enfin, tu vois, j'ai toujours ce truc-là où et pour le coup, je culpabilise beaucoup de pas aller la voir et d'un côté, j'ai ce truc-là qui me rattrape en me disant: «Mais non, mais tu vas la déranger, c'est hyper intrusif d'aller lui demander, enfin d'aller lui dire, «Est-ce que tout va bien?» enfin, tu vois? Mais tu vois, c'est trop bien que t'en parles parce que du coup, maintenant, je Mm. le ferai. Mais oui, mais ouais, 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 je sais pas, c'est encore une fois, hein, pas besoin de devoir jouer les psychologues, Non et etc. Mais mmh, ne mmh. serait-ce de dire, voilà, juste, est-ce que vous voulez un mouchoir? Est-ce que je peux vous renseigner? Est-ce que je peux vous aider? Ça peut parfois faire la différence dans une journée où on a l'impression qu'il fait tout noir et hop, ça vient mettre un petit soleil, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Toi, si tu pleurais dans la rue et que quelqu'un venait te voir, comment tu l'accueillerais? Bah, c'est sûr qu'après il faut toujours se mettre, à la place, ça dépend de la situation, mais je pense que dans ces moments-là, on se sent profondément seul et Mmh. on a l'impression quand même qu'on nous tend une main, quoi. Alors après, moi ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, hein, de pleurer dans la rue. Les dernières fois, c'est quand je cherchais un appartement là, il y a quelques mois et que, j'échouais j'essuyais pardon les refus et cetera et je sortais des visites et vraiment, je me décomposais dans la rue en me disant: «Bon, bah, j'ai toujours pas trouvé d'appart». C'était un moment stressant, difficile. Alors c'était pas quelque chose de grave en soi, profondément grave, mais je me laissais dépasser par les émotions dans ces moments-là. Et tu vois, typiquement, j'aurais préféré que quelqu'un juste vienne me voir pour me proposer un mouchoir ou me poser une question, plutôt que d'avoir des regards un petit peu bizarres dans la rue de Ouais, gens et qui passent leur chemin. Tu vois, ouais, je c'est préfère vrai. que quelqu'un s'arrête et me propose quelque chose, quitte à être gêné sur le moment parce qu'on aurait peut-être préféré être tout seul, etc., plutôt que de sentir des regards et de l'inaction derrière. Donc Ouais, c'est moi, je vrai. préfère quand même accueillir l'action, quelle qu'elle soit, que ce soit, encore une fois, voilà, une petite main tendue, juste un ça va mademoiselle, Oui, etc. juste une petite attention, quoi. Plutôt que des regards, parce que c'est souvent ça, quoi. C'est effectivement, on va avoir tendance à juger, à se dire, oh là là, mais il faut vraiment être un petit peu fou pour se mettre à Oui, pleurer dans c'est la vrai. rue, dans un lieu public, pour pas savoir contenir ses émotions. Bah non, pas forcément, en fait. Donc, Ouais. Ouais, puis c'est toujours dans le jugement, on a l'impression qu'on va toujours être jugé et du coup,
c'est d'autant plus malaisant pour la personne qui traverse ça. Déjà, elle vit un moment pas cool parce qu'elle pleure, et en plus, t'as les gens dans la rue qui la jugent parce qu'elle pleure, tu vois. Donc, je trouve que C'est c'est une ça. situation tout sauf agréable. Donc, bah, franchement, tu vois, ça me fait plaisir d'en parler avec toi parce que vraiment, c'était un sujet qui me tiraillait. Et quand je vais à Lyon, c'est vrai que je croise de temps en temps, en général, c'est souvent des femmes qui pleurent. Et du coup, j'ai toujours culpabilisé de rien faire, et d'un côté, je ne savais pas comment agir. Donc voilà, au moins maintenant, je sais que j'essaierai de faire quelque chose en tout cas. Baladez-vous avec un paquet de mouchoirs, en tout cas. Voilà la première étape. C'est clair, c'est clair. Non mais ouais, bon, en tout cas, c'est hyper cool d'avoir ton retour sur tout ça parce qu'en effet, je trouve qu'on se ressemble beaucoup, et d'un côté, on a un petit peu tu vois, des éléments différenciants sur comme quoi il y a pas une façon d'être gentil, et c'est juste pour moi, c'est la gentillesse, moi, c'est vraiment le cœur de ce que j'ai envie de transmettre à tout le monde autour de moi. Ça peut paraître tellement nul de dire ça, mais pour moi, ça devrait même pas. Bah, c'était une vidéo de François Damiens qui disait ça, que dans les magasins, par exemple, tu vas choisir un fruit et légumes, ils disent s'il est bio ou pas bio. Bah, du coup, ça, pour lui, tous les fruits et légumes devraient être bio parce que c'est meilleur pour la santé. Et bah, la gentillesse, c'est pareil. On ne devrait pas dire que quelqu'un il est gentil ou pas gentil. C'est juste tout le monde devrait être gentil. Enfin, c'est pas une valeur pour moi, la gentillesse. Enfin, pour lui, en tout cas, la gentillesse, c'est pas une valeur. C'est vraiment un truc fondamental, genre de l'humain. C'est juste de la gentillesse et c'est tout. Et je trouvais que c'était hyper cool de penser ça et d'assumer en fait ce côté-là. Bah, écoute, ça me parle beaucoup ce que tu dis et ça me motive à continuer d'être gentille, Ouais, pour le reste carrément. de ma vie. C'est bien ça, c'est un bon programme. Après voilà, on peut pas être bien toujours. Moi, il y a des fois où je suis pas très gentille et je culpabilise, mais on peut pas, voilà, faut pas non plus être dans la surenchère de la gentillesse, et vous pouvez pas tous les jours être bien avec vous-même et avec les autres. Donc moi, je pense que voilà, première étape, c'est être gentil avec nous-mêmes, et puis Ouais. après être gentil avec les autres et faire de son mieux. Moi, voilà, j'essaye toujours de faire de mon mieux, comme dirait la chanson d'Orelsan avec sa mamie. Mmh. C'est exactement ce que j'allais dire. La gentillesse, c'est pas la perfection, c'est Ouais. déjà essayer de faire de notre mieux, donc on Mm. est, complètement raccord C'est là-dessus. clair. Bah, écoute, ça fait déjà un bon moment qu'on discute parce qu'on a eu une petite coupure. Donc, je pense qu'après, c'est moi qui fais le montage. Donc, après, c'est moi qui essuie les pots cassés. On va clôturer ici. J'ose dire que c'est la fin de l'épisode. Je vais te poser la dernière question. Quel gentil t'aimerais voir au micro de Trop Bonne, Trop Cool? Eh ben, écoute, il va y en avoir au pluriel parce que des gentils Vas-y, autour de moi, j'en ai pas mal. Bon, tout à l'heure, balance. on s'est parlé de Caroline Mignot. Alors, je la connais Ouais. pas personnellement, mais si tu arrives à la voir sur ton podcast, Ouais, je ben pense que je lui ce avais serait envoyé un message sur LinkedIn, elle est adorable. Moi, c'est une fille que je connais par connaissance interposée, donc je l'avais déjà croisée à un événement sur Paris. Elle est vraiment super avenante, super gentille et tout. Et donc, j'avais osé lui envoyer un message à la suite de sa vidéo sur la gentillesse. Et là, elle m'avait très honnêtement répondu qu'elle était sous l'eau. Donc là, on enregistre, nous, on est en juillet. Je lui ai écrit il y a quelques semaines et elle m'a dit de la recontacter à la rentrée, mais en tout cas, qu'elle serait ravie de participer. Donc voilà, en tout cas, elle est dans mes listes de gentils à interviewer. Bon, bah, super. Et autour de moi, ouais, j'ai pas mal de meufs cool et gentilles qui m'entourent. Je fais partie de notamment 2 structures, une coopérative d'entrepreneurs où il y a pas mal de nanas, qui déchirent et qui sont vraiment, mais d'une gentillesse extrême. Il y a Claudiana Fika qui est décoratrice d'intérieur que tu avais rencontrée, avec qui on avait coworké. Il y a Marion Honoré, il y a Lucie Clavelou, il y a Estelle Morin qui était ma conseillère. J'ai l'impression de faire une dédicace sur Skyrock. J'adore. Mais c'est toutes mes copines de coworking du Trop bien. jeudi et qui sont des entrepreneurs vraiment super, super gentilles. Et le deuxième collectif, on va dire, auquel j'appartiens, c'est James Inbound. Et dedans, il y a 3 nanas, on est 4 nanas, et les 3 nanas qui sont aussi dans le collectif sont pareilles, d'une gentillesse extrême. Je pense à Anne-Marie Arinal, à Elisabeth Duarte et à Camille Montaz. Et pour citer aussi un homme, puisque tu as dit un gentil Oui. ou une gentille, le fondateur de ce collectif, qui est aussi un super entrepreneur lyonnais, qui est Cédric Costa, et qui, pour le coup, lui, je trouve, incarne la gentillesse à l'état pur, dans le pro comme le perso. Donc voilà un petit peu ma liste de dédicaces Trop Skyrock et chouette. de recommandations et de C'est big up à tous les trop gentils. bien. Mais tu vois, ta liste, c'est un peu le reflet de Trop Bonne, Trop Cool parce que on pense tout de suite aux femmes, je sais pas pourquoi. Et tu vois, j'ai du mal à interviewer les hommes parce que j'ai l'impression que les hommes assument moins leur gentillesse. Donc ça fait plaisir que tu aies cité Cédric parce que tu vois, je pense que j'ai envie aussi de diversifier. Trop Bonne, Trop Cool, c'est autant pour les hommes que les femmes. Donc qu'il y ait des représentations un peu partout, je pense que c'est hyper important. Donc en tout cas, toutes ces personnes-là sont les bienvenues au micro de Trop Bonne, Trop Cool. Donc je te redemanderai les petites les contacts le moment venu, ou une petite mise en relation. Mais en tout cas, voilà, c'était trop bien comme épisode. Franchement,
Merci d'avoir participé, Victoria, c'était trop cool. Mais merci à toi pour l'invitation, j'ai passé vraiment un super moment. Je pense qu'on aurait pu parler des heures. Oui, mais bien sûr, mais là, bon courage pour le montage. Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai l'habitude. Fois, je dis ça et j'ai un mois de retard sur les sorties des épisodes, j'arrive pas à me caler dans mon agenda le montage, donc je suis la pro de l'enregistrement, j'aime trop, mais par contre, le montage, c'est pas ma partie préférée. Et donc, je voulais externaliser ça. Bah, quand on m'a dit les tarifs, je me suis dit que c'était pas possible. C'est vrai que le podcast dans un monde idéal, j'aimerais qu'il me rémunère, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, si un jour en tout cas j'arrive à faire de l'argent avec ce podcast, la première chose que je ferai, c'est je paierai un super monteur ou une super monteuse qui me fera des épisodes aux petits oignons et au moins j'aurai plus à mettre les mains dedans. Je te comprends. Bon, en tout cas, merci en tout cas de ta participation. C'était vraiment un épisode hyper enrichissant. J'ai appris plein de trucs. J'espère que les auditeurs auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici ont passé un aussi bon moment que nous. Franchement, c'était trop bien. Je te dis à très bientôt, Victoria. Et pour les auditeurs auditrices, normalement rendez-vous dans 2 semaines. Mais bon, vous commencez à connaître mon rythme de publication qui est un peu incertain. Donc si tout va bien dans 2 semaines, sinon à très bientôt pour un nouvel épisode de Trop Bonne, Trop Cool, le podcast des gens gentils. Je vous dis à très bientôt. Des bisous. Salut Victoria. À bientôt. Merci Léa.